Merci Pierre, on ne pouvait pas rêver plus beau plaidoyer, je crois, pour l'enseignement scientifique. Donc si après ta présentation, on n'est pas convaincu de l'importance et des enjeux qui sont les nôtres, merci beaucoup. Donc après cette brillante intervention, on va peut-être un peu raplatir les choses. Anne Burban, Jean-Aristide Cavaillès et moi-même, nous allons présenter le programme, ses intentions, les choix qui ont guidé la conception, en rentrant dans un peu plus de détails. Je vais céder tout d'abord la parole à Jean-Aristide Cavaillès qui va introduire... Tu veux être debout ou t'asseoir ? Non, je peux rester debout. Merci Romain. Oui, peut-être. Non, ça marche. Très bien. Voilà, donc comme vient de le dire Romain, c'est redoutable de prendre la parole après Pierre pour parler grosso modo de la même chose, mais avec un point de vue un tout petit peu différent. Donc nous allons, Anne Burban, Robin et Bozevex et moi-même, donc vous présenter les enjeux de cet enseignement, revenir un petit peu sur l'historique, les conditions dans lesquelles cet enseignement a été conçu et dans lesquelles le programme a été réalisé. Oui, ça ne marche pas. Hein. Voilà. Donc là, je reprends une argumentation assez vite parce que Pierre l'a magnifiquement développé sur les raisons qui font que cet enseignement scientifique pour tous est en place, ou a été proposé. Ces raisons partent du constat dont parlait Pierre, de l'opposition entre les sciences douces et les sciences dures, ce que dans le monde anglo-saxon on appelle la séparation entre les deux cultures, la culture des humanités d'un côté, la culture scientifique de l'autre, et on doit constater que la société française et l'éducation est elle-même très polarisée par ces deux oppositions. Et la volonté que nous avons, c'est de non pas totalement supprimer cette polarité, mais en tout cas la rendre plus perméable. Cet enseignement vient de la volonté de fournir à tous, et le mot tous est souligné ici de tous les élèves, vraiment, les éléments d'une culture scientifique et d'une compréhension de l'approche scientifique du monde, au-delà des approches disciplinaires habituelles. Cette volonté se nourrit de 3 ambitions qui sont explicites dans le programme. Je les répète ici, elles figurent dans le préambule. Donc contribuer à former des citoyens, je ne dis pas l'ensemble, mais qui sont conscients de leur présence au monde, de leur place dans le monde, de leur rapport au monde. Et ça nécessite un ensemble de connaissances. Et donc c'est ce qu'on avait appelé la science pour savoir où nous sommes. C'est également l'ambition de contribuer à former des citoyens responsables, conscients de leurs effets sur le monde, effets positifs et négatifs, et de leurs responsabilités. Donc c'est la science pour faire et les responsabilités qui accompagnent le faire. Et puis contribuer à former des citoyens rationnels, dotés d'un sens critique et d'un jugement autonome. Et ça, c'est réellement une dimension qui est la science pour former l'esprit, pour former le raisonnement de tous. Alors un groupe a été constitué pour remplir ces objectifs. Vous avez ici la liste des personnes. C'était un groupe qui était extrêmement divers dans les origines, à la fois disciplinaires et je dirais professionnelles des personnes qui étaient engagées. Et je dois dire à titre personnel que ça a été une joie de travailler avec ce groupe parce que justement le croisement des regards a été extrêmement fructueux. Nous avons eu, lors de la mise en place de ce groupe, une lettre de mission, en tout cas des textes précisant ce que nous devions faire. Et ce transparent a pour but de vous présenter la voie étroite qui nous était indiquée. Donc il s'agissait de construire un programme intéressant, évidemment, mais susceptible d'intéresser tous les publics, qui était donc susceptible qui devait essayer de ne pas ennuyer les spécialistes, qui sont, quand je dis spécialistes, c'est-à-dire ceux qui auront opté pour des spécialités scientifiques, et en même temps de ne pas perdre ou de ne pas faire un enseignement à un niveau qui risquerait de perdre les non-spécialistes. Il s'agissait donc de créer un programme original,
différents des spécialités, mais pouvant également entrer en résonance avec ce qui était abordé dans ces spécialités. Et surtout, il s'agissait de proposer un enseignement en prise avec les démarches de la science, ancré à un contenu scientifique solide, dans une présentation quelquefois simplifiée, mais toujours rigoureuse. Et l'écueil que nous souhaitions éviter était celui d'une diffusion vulgarisée de théories scientifiques. Ce n'était pas du tout ce que nous devions faire. Et enfin, assurer une interdisciplinarité sur les 4 champs disciplinaires de la science d'aujourd'hui, donc les SVT, les mathématiques, l'informatique et la physique-chimie, au moyen d'une organisation souple. Voilà. Donc voilà quelle était notre feuille de route au début de ce travail. Vous constatez que c'est un ensemble de contraintes qui sont très fortes et qui sont un peu intimidantes au début du travail parce qu'on avait un peu, au début, on a eu des difficultés à voir comment nous allions progresser le long de cette voie. Alors on a pour ça commencé par effectuer quelques choix de conception, des choix très généraux. Le premier d'entre eux a été de ne pas chercher à introduire des concepts nouveaux par rapport à ce qui existait déjà dans le cursus des élèves. Donc plutôt de stabiliser les acquis antérieurs, de revenir sur des choses qui avaient été déjà vues dans des contextes différents, d'orienter le programme autour de thèmes qui se prêtaient particulièrement à une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, de prendre en compte autant que possible les dimensions historiques, épistémologiques et sociétales dans la logique de grands récits argumentés dont parlait Pierre tout à l'heure, mais ceci de façon transversale, pas nécessairement avoir des paragraphes découpés dans lesquels l'histoire des sciences apparaîtrait, etc. On a essayé d'inclure cette dimension dans le texte même du programme. Elle apparaît quand même néanmoins, cette dimension, particulièrement dans une des rubriques du programme, qui est la rubrique enjeux, histoire, enjeux, débat, dans laquelle les thèmes sont, certains thèmes sont explicités. Et puis quelque chose à quoi nous étions très attachés, donc ce qui a été rappelé ce matin, qui était le fait de mettre en activité, de pouvoir mettre en activité les élèves autour de pratiques scientifiques authentiques. Voilà, et on a vraiment été on a fait très attention à pouvoir remplir cet objectif. Et enfin, nous avons cherché, et nous nous sommes employés à chercher un regard commun de toutes les disciplines représentées et d'éviter autant que possible tous les codes, toutes les habitudes, tous les implicites qui sont spécifiques à chaque discipline, de façon à avoir un regard qui soit réellement interdisciplinaire. Nous avons été amenés, donc ça c'est une partie du programme, les repères pour l'enseignement qui ont été édictés dans le programme. Donc un enseignement qui est en prise avec le réel dans toute sa complexité, donc réaffirme une des vocations fondamentales de la science. Une place particulière réservée aux mathématiques, qui joue un rôle que Pierre a parfaitement présenté tout à l'heure. Une place réservée à l'observation et l'expérience en laboratoire, donc avec une certaine insistance dans le programme. C'est quelque chose qui est affirmé jusque dans la phrase du programme qui est rappelée ici, où nous estimons qu'il est nécessaire de se placer dans des conditions permettant un travail de laboratoire fondé sur diverses formes de manipulation dans des bonnes conditions. Une place importante pour l'histoire raisonnée des sciences et également un usage explicité et réfléchi des outils numériques. Alors tout ceci, pour fonctionner, nécessite de la part des enseignants une certaine adaptation. Et en même temps, compte tenu du fait que les personnes, nous savons que le public et les personnes qui vont enseigner cet enseignement, vont être en charge de cet enseignement, sont d'horizons très divers, nous avons laissé une grande liberté autant que possible dans ce programme. C'est un programme qui n'est pas du tout injonctif et qui peut être mis en œuvre avec de très nombreuses modalités d'enseignement. C'est particulièrement clair, c'est même dans le projet scientifique, le projet expérimental et numérique,
où les consignes sont extrêmement peu nombreuses. On laisse une totale liberté d'organisation dans le choix du sujet, etc. Ça, c'est une volonté générale qui s'exprime particulièrement dans le projet, mais qui est dans l'ensemble du programme. Donc, cette liberté, nous espérons que les enseignants vont s'en emparer. Ce programme, nous pensons, ne va pas entraîner un changement radical des méthodes pédagogiques des enseignants. En revanche, il va nécessiter de leur part une vigilance accrue à la diversité des publics. Alors, les professeurs qui enseignent en seconde, indifférenciés aujourd'hui, ont déjà la même variété des publics, mais cette variété sera encore plus marquée dans le cas de l'enseignement scientifique, dans la mesure où les élèves auront déjà, si je reprends le langage de tout à l'heure, auront déjà commencé à se polariser. Ils auront déjà choisi des spécialités. Ils se seront déjà orientés plutôt dans une voie scientifique ou plutôt dans une voie d'humanité. Et du coup, cette polarisation nécessitera de la part des enseignants une attention tout à fait particulière. Ils devront vraiment adapter leur pédagogie à cela. D'un point de vue plus didactique, et d'une façon générale d'ailleurs, cet enseignement va nécessiter une grande souplesse de la part des enseignants. Une grande souplesse parce que les points qui sont plutôt proches de la physique dans le programme, ou plutôt proches des SVT, ou qui concernent les mathématiques, ne sont pas abordés comme ils le sont dans les enseignements de physique, comme dans les enseignements de SVT, comme dans les enseignements de mathématiques. Les professeurs, qui eux viennent de ces champs disciplinaires, devront faire preuve d'une souplesse pour s'adapter à la condition particulière de cet enseignement. Et puis l'autre souplesse que nous leur demandons, et ça j'appuie sur ce qui a été déjà mentionné plusieurs fois, c'est une adaptation à un travail d'équipe indispensable. Nous sommes tous vraiment persuadés que cet enseignement ne réussira que si ce sont des équipes qui s'en emparent. Même si les modalités font que un ou deux enseignants seulement seront face aux élèves, la conception, l'organisation, les choix qui seront faits nécessitent une réflexion au niveau des équipes, et c'est vraiment la condition du succès. Voilà, je passe la parole à Anne. Merci Aristide. Donc, Pierre Léna vous a déjà mentionné la question de l'évaluation, dont on sait qu'elle est... Ah, il faudrait peut-être... Je suis très heureuse, là, d'être... C'est une occasion unique, mais voilà, nous allons revenir à des choses plus sérieuses. Donc, quelle évaluation? Donc, vous savez que, puisque l'enseignement scientifique fait partie du tronc commun, c'est l'une des 6 disciplines, entre guillemets, de ce tronc commun, aux côtés de l'histoire-géographie, aux côtés des langues, aux côtés de l'EPS, etc. Elle entre dans le cadre d'une évaluation en contrôle continu. Cette évaluation en contrôle continu se fait dans 2 cadres. Le cadre d'épreuves communes de contrôle continu, ce que l'on appelle les E3C, qui globalement comptent pour 30% de la note au baccalauréat. Et ces épreuves seront choisies à l'intérieur de chaque établissement à partir de sujets d'une banque nationale. D'accord ? Alors, c'est pour l'enseignement scientifique, ces épreuves donc, de la banque seront constituées de 2 exercices indépendants, chacun de ces exercices abordant au moins 2 des disciplines incorporées dans l'enseignement, donc mathématiques, informatique, physique, chimie ou sciences de la vie et de la terre. Et d'autre part, et je pense que c'est très important de ne pas l'oublier, il y a aussi l'évaluation que j'appelle au fil de l'eau, l'évaluation par les enseignants, qui peut prendre des formes très différentes, notamment en fonction des activités des élèves. On a parlé tout à l'heure de la place de l'expérimentation, de l'observation et de l'utilisation raisonnée d'outils numériques. Il est évident que cela peut donner lieu à des formes d'évaluation différentes des formes traditionnelles d'écrit. Alors, ces 2 épreuves donc,
faisant partie des épreuves communes de contrôle continu. Donc, il y en a deux parce qu'il y en a une seule au cours de l'année de première, positionnée dans le courant du 3e trimestre, et qu'il y en a une seule au cours de l'année de terminale, positionnée au cours du 2e trimestre. Alors, pour la classe de première, l'enseignement scientifique est la seule avec l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale qui donne lieu à une seule épreuve, hein, vous l'avez remarqué. Les modalités de ces épreuves qui figureront dans la bande commune vous seront présentées. Des sujets spécimens vous seront présentés cet après-midi et demain matin dans l'atelier numéro 5. Alors, ce qui est apparu très important dans la conception des exercices, lesquels exercices sont ensuite intégrés à des sujets, c'est qu'il puisse y avoir une variété de modalités de questionnement, de manière à ce qu'il y ait à la fois du calcul, puisque vous avez compris qu'il y avait une place, et j'y reviendrai tout à l'heure, particulière pour les mathématiques, c'est-à-dire que c'est une vision de la science qui est quantifiée. Donc il y aura dans les exercices des parties qui seront des parties liées au calcul, pas seulement production de résultats, mais intelligence du calcul, compréhension d'un calcul, organisation d'un calcul. Une partie relative à de la rédaction argumentée, notamment pour rendre compte de cette compréhension du grand récit argumenté qui est le fil conducteur du programme, comme vous l'avez compris. Donc il y ait dans les sujets une partie qui permette aux élèves de rédiger de manière argumentée et scientifique un paragraphe en réponse à une question. Et ce point est très important, notamment par rapport aux élèves qui seraient plutôt du pôle humanité, du pôle littéraire, qu'ils s'y retrouvent aussi par rapport à ces questions. Et puis, un troisième point, une analyse de documents courts, mais permettant justement de les comprendre, de les interpréter, de faire des liens et des articulations. Alors, vous avez entendu tout à l'heure par Pierre Léna le souhait qu'il n'y ait pas un cloisonnement des enseignants, chacun prenant en charge une partie dont ils estimeraient qu'elle relève de sa discipline. Et nous appelons vraiment de nos vœux qu'il y ait une très étroite collaboration entre les enseignants pour prendre en charge tout ou partie de certains des thèmes. D'accord, que ça soit de la physique, des sciences de la vie et de la terre, de l'informatique ou des mathématiques. Nous sommes parfaitement conscients que les professeurs n'ont pas une culture initiale qui leur permette de le faire sans appui, sans aide. C'est le but notamment des 2 journées d'aujourd'hui et de demain, mais il n'y aura pas que cela. Il y a des ressources dont certaines ont déjà été élaborées et remises à la DGESCO, et il y en aura d'autres, et il y aura donc une forte documentation destinée à aider les professeurs pour pouvoir justement prendre en charge des enseignements. Alors pour certains qui relèvent de leur discipline, mais qui sont présentés d'une manière différente, cela a déjà été mentionné, et puis pour d'autres qui prennent en charge une partie qui ne relève pas de sa discipline d'origine. Donc, ont été déjà remis à la DGESCO, à la demande du cabinet du ministre, des ressources spécifiques pour les mathématiques. Vous savez que l'un des éléments de communication du ministre de l'Éducation nationale, c'est de dire qu'il y a des mathématiques dans le tronc commun. Vous savez que ça a été l'objet de fortes critiques qu'il n'y en ait pas. Et la réponse est qu'il y en a dans l'enseignement scientifique. Donc justement, la commande passée de ces ressources mathématiques était pour aider justement les enseignants, quelle que soit leur discipline d'origine, à pouvoir se les approprier.
Et de la même manière qu'il a été dit qu'il y avait une forte insistance sur une utilisation raisonnée d'outils numériques, les 7 ressources qui vous seront présentées cet après-midi et demain dans un atelier spécifique sont accompagnées d'un livret d'une vingtaine d'animations numériques au tableur, avec de la géométrie dynamique, avec des logiciels de programmation, avec vraiment un détail et des activités dont certaines sont totalement livrées clés en main. D'accord ? Que chaque enseignant puisse directement les utiliser avant de manière autonome d'en produire par lui-même. Et puis, bien évidemment, ces ressources ne seront pas les seules, hein. Loin s'en faut. Il est prévu, il y a un travail en cours sur d'autres ressources, dont certaines apporteront de la même manière des compléments disciplinaires en physique, en sciences de la vie et de la terre, et aussi des ressources d'une autre nature qui constituent ce que j'ai appelé une documentation commentée et adaptée pour l'enseignement scientifique, c'est-à-dire des textes qui peuvent être historiques, des articles scientifiques, des textes journalistiques, des données statistiques, mais qui auront été adaptés pour pouvoir être directement utilisés en classe dans le cadre de cet enseignement. Par exemple, puisque vous m'excuserez, mais de reprendre là la partie données statistiques, qu'il y ait des fichiers de grandes données, des données massives, hein, on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement important, ce qu'on appelle le big data, mais à partir déjà de données qui auront été, entre guillemets, nettoyées, c'est-à-dire directement utilisables par les professeurs, et avec des modalités d'explicitation justement de leur utilisation. Donc vraiment, je pense que votre rôle, c'est aussi de rassurer dans les établissements tous les professeurs qui peuvent avoir envie de s'impliquer dans cet enseignement, et c'est très important qu'ils soient issus de disciplines différentes, leur indiquer qu'ils pourront s'appuyer sur des ressources importantes et dont certaines permettront une prise en charge quasiment directe. Hein. Il y a eu un très très gros travail et il y a en cours un très très gros travail fourni dans ce sens. Je crois que pour la suite, c'est Robin pour le début. Donc, peut-être par rapport à cette présentation du programme de première, je tenais à rendre tout l'honneur à Dominique Roja qui a piloté ce programme avec Laurence Rezeau. Donc Laurence est dans la salle et nous fera la chance de clôturer demain les 2 journées. Donc Dominique Roja du groupe STVST qui est parti en retraite en janvier, qu'on regrette déjà, mais qui a, encore une fois, je tiens à lui rendre hommage. Alors, les objectifs de formation de ce programme sont au nombre de 3. D'une part, les élèves doivent être amenés à l'issue de cet enseignement scientifique à mieux comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration. Mais également, deuxième aspect, identifier, analyser, mais aussi mettre en œuvre, ça l'a été dit tout à l'heure, des pratiques scientifiques diverses. Et enfin, identifier et comprendre les effets des sciences sur les sociétés et sur l'environnement. Donc on voit qu'on a un programme qui est ambitieux à travers ces 3 grands objectifs largement complémentaires. Alors si on détaille un petit peu, le premier porte sur ce que les anglo-saxons appellent « Nature of Science », la nature de la science, qui sera détaillée tout à l'heure par l'un des intervenants de la table ronde. Et on a affaire ici à un enjeu fondamental pour aider les élèves à distinguer, c'était déjà travaillé en cycle 4, mais distinguer ce qui relève des sciences et des croyances. On voit à l'heure actuelle dans la société monter un certain nombre de défiances, jusqu'à des choses qui paraissent hallucinantes, comme la société de la Terre plate. Donc c'est assez surprenant de voir cette remise en cause dans certaines sphères des savoirs scientifiques. Donc l'enjeu d'aider les élèves à mieux comprendre ce qui caractérise la science et ses modes d'élaboration sont tout à fait importants, et en évitant le relativisme de tout vaut tout, de mettre au même niveau le créationnisme et une théorie scientifique qui est la théorie de l'évolution par exemple, pour ne citer que cela. Et donc, beaucoup de travaux ont montré, en didactique des sciences, et des collègues ensuite y reviendront, que aborder l'histoire ne suffit pas à changer l'image de la science des élèves. Et là, il est important
de formaliser, d'expliciter les caractéristiques de ce que sont les sciences, de ce qu'est la science, pour reprendre le singulier qu'a mis en avant tout à l'heure à juste titre Pierre Léna, mais aussi ce que sont les sciences, pour que les élèves puissent changer de représentation. Mais tout à l'heure, on aura l'occasion de le voir, notamment dans la table ronde et dans l'atelier sur l'âge de la Terre, ce sera aussi un des objectifs. Par rapport aux pratiques scientifiques, donc le deuxième grand objectif de formation, vous pouvez voir ici, à travers cette diversité de verbes d'action, la richesse des pratiques qui fondent la construction des savoirs scientifiques. On verra tout à l'heure l'importance de l'observation outillée pour la construction, par exemple, de la théorie cellulaire. On aura l'occasion, à travers l'expérimentation qui sera abordée dans plusieurs des ateliers, de voir à quel point la pratique expérimentale, la confrontation entre le réel et les concepts qui modélisent ce réel, qui permettent de mieux comprendre et éventuellement de prévoir, sont des pratiques au cœur de ce qu'est la science. Donc cette longue liste est à la fois hiérarchisable, déclinable différemment selon les thèmes, selon les objets de savoir, et finalement, ou puisée dans chacune des séances. Donc qui permettra à la fois de construire le singulier, comme je l'ai évoqué, de ce qu'est la science, et la diversité, à la fois diversité par les objets, mais également par les pratiques spécifiques, les méthodes spécifiques de chaque champ disciplinaire. Et on a voulu volontairement permettre un croisement, comme ça l'a été rappelé, qui est au cœur même de cet enseignement. Et enfin, le troisième objectif de formation est celui d'aider les élèves à mieux comprendre les effets de la science sur les sociétés et plus globalement sur le monde. À la fois science, source de développement technologique, ce sera par exemple le cas très important dans le programme de terminale, on le verra, où on travaillera dans un des thèmes autour de l'avenir des énergies sur les questions de la relation entre science et technologie, et autour de l'électricité notamment, ce sera un des exemples. Aider les élèves à voir la science sous un angle positif, mais également non naïf, conscient des impacts que la science a sur le développement des sociétés, et également parfois, malheureusement, des impacts négatifs, tant au niveau écologique que climatique par exemple, être conscient de ce que peuvent produire certains développements technologiques. Et enfin, certains d'entre vous ont déjà vu cette diapositive qu'on reprend parce qu'elle nous semble importante, de montrer que l'enjeu pour les professeurs, l'enjeu va être de croiser à la fois le programme décliné dans 5 thèmes, mais aussi avec ces 3 objectifs de formation. Et c'est-à-dire comprendre que chacun des thèmes peut être l'objet de travailler à la fois l'objectif 1 sur la nature des savoirs scientifiques, à travers des pratiques qu'on met en œuvre ou qu'on analyse, et également en ayant en tête la réflexion sur l'impact et les relations sciences et société. Alors, on n'a pas décliné ici d'exemples, puisque ça va être l'objet de plusieurs des ateliers qui auront l'occasion de présenter chacune diverses cases remplies. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours, vous ayez collectivement, à travers les ateliers, rempli tous ensemble ce tableau. Enfin, de façon parcellaire, évidemment, sur 2 jours. En tout cas, engager cette réflexion. Ce qui semblait important, et ce qui est rappelé dans le préambule, c'est que par la pratique scientifique, par l'analyse de ce qu'est la science, aider les élèves à contribuer des attitudes, des dispositions d'esprit qui sont transférables et utiles à tout citoyen. À la fois développer la curiosité, l'appétence, la créativité, le sens de l'observation rigoureux, donc la rigueur de raisonnement, le doute, mais aussi l'esprit critique dont on appelle tant de nos voeux face à cette défiance vis-à-vis de la science, et le rôle formatif de l'erreur qui est inhérent à la pratique de la science. Donc nous allons maintenant décrire en quelques mots l'esprit de chacun des grands thèmes qui constituent les objectifs thématiques de ce programme. Donc je vais commencer par le thème 1 qui s'appelle une longue histoire de la matière et simplement énoncer les grandes questions, si vous voulez, ou l'esprit de ce thème. Alors la grande question essentielle, c'est d'où vient la matière qui nous entoure. Cette question-là nous amène à envisager les questions de l'apparition et des transformations de la matière, la nucléosynthèse et transformations radioactives, qui sont évidemment extrêmement importantes. Ce thème nous amène également à réfléchir sur l'organisation de la matière, l'organisation hiérarchique de cette matière, et puis les ordres de grandeur qui sont mis en jeu. Nous savons tous que c'est quelque chose qui est extrêmement mal maîtrisé par
de l'ensemble de la société, disons, on peut dire. Et donc la question des ordres de grandeur est tout à fait centrale dans ce thème. Ce thème est également l'occasion de rencontrer pour les élèves les grands pôles, ou quelquefois on appelle ça les grands contraires, qui contribuent à la structuration de l'esprit et de la pensée scientifique. Par exemple, dans ce thème-là, on est amené à s'interroger sur le passage du microscopique au macroscopique. C'est le cas, par exemple, pour la radioactivité, c'est le cas également pour le passage à la cellule. C'est également l'occasion d'interroger la différence entre un processus aléatoire et un processus déterministe. Ça, c'est vraiment dans la partie sur radioactivité qu'on étudie ceci. C'est l'occasion de s'interroger sur ce qu'est l'ordre, les structures ordonnées, les structures désordonnées. Donc il y a une réflexion autour de la cristallographie qui a quelquefois suscité des interrogations qui nous sont revenues. Mais voilà une des raisons pour lesquelles elle figure. Ça n'est pas la seule, mais c'en est une. Et puis dans les grands contraires, il y a aussi l'opposition entre le simple et le complexe. Une évolution entre la description de la matière à partir de quelques principe, c'est ce qu'on fait en cristallographie, où par exemple on donne quelques règles de répétition qui permettent de construire l'ensemble d'un système, et à l'opposé, la structure complexe que constitue une cellule biologique. Et enfin, à chaque fois que c'est possible, nous essayons de nous poser la question, mais comment sait-on tout ça ? Quelle histoire a permis de construire ces notions et d'en arriver là ? Et également de ce que l'on peut faire de ces connaissances. Qu'en fait-on ? Comment les mettons en application ? Donc, par exemple, pour la radioactivité, il y a une partie qui est le phénomène de datation. Et donc, ces ensembles de questions sont bien présents dans ce thème-là. Et sur la dernière partie, une des choses que nous voulions montrer, c'était que les différents champs disciplinaires progressent ensemble. Par exemple, la découverte de la cellule provient de l'amélioration, de la mise au point et de l'amélioration des microscopes. Et c'est donc un travail unitaire qui est fait par les différentes disciplines pour progresser la science, particulièrement dans ce thème-là. Donc, le second thème s'intitule « Le soleil, notre source d'énergie ». Donc, ce thème permet de continuer le travail qui a été largement amorcé dès les cycles 3 et 4, et puis ensuite en seconde, autour du concept d'énergie, qui est un concept central en sciences, et également de permettre aux élèves d'articuler les différentes significations de ce concept qu'on utilise d'une certaine manière en sciences, conservation de l'énergie, mais parfois d'une façon qui peut paraître aux élèves contradictoire quand on aborde l'énergie d'un point de vue sociétal, une énergie qu'on consomme, qu'on produit, et qui semble être bien en rupture avec ce principe de conservation. Donc une première approche dans le cycle terminal de ce concept d'énergie qui sera approfondie en terminale à travers le thème du climat et également de l'électricité. Le focus initial sur le soleil a été choisi parce qu'il permet une approche interdisciplinaire en envisageant le rayonnement solaire, son origine, son émission, un focus sur l'énergie reçue au niveau de la Terre et de pouvoir calculer, de réaliser des bilans au niveau radiatif, qui sera encore une fois remobilisé en classe de terminale, d'envisager la conversion par le vivant de cette énergie, en reprenant l'exemple de la photosynthèse qui a été travaillée en amont. Donc l'idée ici est de lui donner un sens plus global, d'apporter une compréhension à l'échelle globale qui est celle du globe, et enfin de focaliser sur la question du fonctionnement du corps et de réaliser des bilans à la fois à l'échelle corporelle, et de réaliser un travail sur les jeux d'échelle et de permettre aux élèves de donner un sens global à travers cette multiplicité d'exemples sur le thème de l'énergie. Le thème 3, la Terre, un astre singulier. Donc vous voyez que l'origine de la matière, de l'énergie, de la Terre, donc le grand récit argumenté se construit, s'étoffe, avec un focus sur la forme, l'histoire et également la place de la Terre dans l'univers. Donc l'enjeu ici est d'aider les élèves à comprendre de multiples représentations de la Terre et de la Terre en tant qu'elle-même et de la Terre dans sa place au sein d'un système plus global, et de travailler les modèles
en sciences, en mathématiques, une diversité des modèles, de comprendre leur évolution historique. Ici, le poids est fortement mis sur l'histoire des sciences, et vous allez le voir à travers la table ronde qui suit, où plusieurs exemples sont relatifs à ce thème sur la Terre. Et il a également été choisi puisqu'il permet une forte interdisciplinarité, ce qui était un des éléments de cadrage de notre programme. Merci Robin. Donc j'en viens au thème 4, son et musique porteurs d'informations, qui est un thème qui a de multiples intérêts. Le premier et non le moindre, c'est que c'est une approche du concept d'information dont on sait la place importante qu'il joue aujourd'hui. Le second intérêt, c'est que ce thème a une visée culturelle, musicale. Il ne s'agit pas de faire des spécialistes de la musique, mais au moins de comprendre comment a pu être élaborée une théorie de la musique. Et la musique étant, comme la science en général, un langage universel, comprise par tous, au-delà de clivages, au-delà de beaucoup de choses. C'est un thème très fort au niveau de l'interdisciplinarité, qui articule ici, donc bien évidemment la physique avec la nature vibratoire du son, très fortement les mathématiques, et j'y reviendrai, avec la construction des gammes et un travail sur les nombres rationnels dans les gammes de Pythagore et nombres irrationnels dans les gammes à tempérament égal. Et c'est un thème qui fait intervenir aussi l'informatique, et c'est vraiment faire intervenir des concepts informatiques au-delà de la seule utilisation d'outils numériques. Puisqu'on parle, il y a tout un paragraphe, tout un sous-thème qui s'appelle la numérisation du son. Les élèves utilisent des fichiers MP3, mais savent-ils ce que c'est qu'un tel fichier? Comment il a été codé? Vous voyez, et il y a vraiment là une dimension très forte et nouvelle très certainement pour certains enseignants, et je me permets d'insister que ce thème sur la numérisation du son fait partie justement des ressources déjà écrites pour expliquer ce que c'est que l'échantillonnage, ce que c'est que la quantification, ce que c'est que le codage, qui sont justement nécessaires pour passer d'un CD audio à un fichier MP3. Donc vous voyez, c'est un thème qui peut présenter un très grand intérêt pour les élèves qui utilisent ces fichiers de façon extrêmement courante. Et puis, ce thème aussi associe bien évidemment les sciences et de la vie et de la Terre avec tout ce qui est phénomène de l'audition et là nous en sommes à un enjeu important, tout ce qui concerne la santé auditive, avec un vrai travail justement sur les risques encourus. Alors, je me permets d'insister sur la place spécifique des mathématiques dans ce thème pour l'expliciter, c'est-à-dire que c'est, parmi les 4 thèmes, c'est très certainement celui dans lequel les mathématiques peuvent apparaître de 2 manières. La première, les mathématiques comme outils et langage pour décrire et comprendre le monde. Ça, on le retrouve dans tous les thèmes. Outils avec des modèles mathématiques simplifiés qui permettent justement de rendre compte ou de traiter la complexité du réel, et outils qui sont des outils, les nombres, des outils géométriques, des outils informatiques. Mais au-delà de cela, c'est un thème qui permet à la fois, qui a une très forte coloration historique, puisqu'on parle notamment de Pythagore, de toute la conception philosophique et mathématique selon l'école pythagoricienne, et historique, donc on balaye quand même 2500 ans d'histoire, puisqu'on passe de Pythagore au MP3. C'est aussi un thème qui permet de comprendre justement comment se construisent certaines notions mathématiques, et c'est quelque chose qui est totalement nouveau comme présentation. Les élèves en mathématiques ont l'habitude de passer des nombres entiers aux nombres relatifs, puis aux nombres rationnels, puis aux nombres irrationnels. Et bien là, ils vont passer les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions 2 tiers, 4 cinquièmes, 7 huitièmes. Ça va leur être présenté à travers les gammes de Pythagore. Et ils vont entendre le son d'un nombre rationnel.
Et on va passer aux irrationnels, la racine 12e de 2, qui est à la base de la gamme au tempérament égal, la gamme qui est utilisée notamment pour accorder les instruments de musique comme le piano. Et ils vont l'entendre. Et pour la première fois de leur vie pour certains, ils vont entendre la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Ça ne s'entend pas de la même manière. Donc vous voyez, alors je me permets d'insister aussi que ce thème, avec tout un travail sur les nombres, est un thème qui nous a paru très important dans le cadre de la formation des futurs professeurs des écoles. Les futurs professeurs des écoles vont avoir, pour certains, à enseigner beaucoup de disciplines, notamment les sciences, mais aussi les mathématiques, et vous savez, à dose importante au niveau de l'école élémentaire, et ils doivent travailler justement sur la numération, l'utilisation des nombres et du calcul. Et pour faire comprendre le sens du calcul, le sens des nombres aux élèves, il faut déjà soi-même en avoir une très bonne maîtrise. Maîtrise justement des fractions, des puissances, etc. et de comprendre ce que sont ces nombres. Et les nombres ne sont pas seulement des choses que l'on obtient après avoir tapé sur des touches de la calculatrice. Et cette réalité et le fait justement de permettre de les entendre, je reviens à mon histoire d'entendre des rationnels et d'entendre les irrationnels, c'est très certainement un moyen d'appropriation des nombres sous une autre manière. Et ça a été un enjeu très fort et ça faisait partie, ça, au moment des rencontres que nous avons pu faire avec des associations, avec des sociétés savantes, avec des unions de professeurs, toujours de nous dire, le seul endroit où il y a des mathématiques dans le tronc commun, c'est dans l'enseignement scientifique. N'oubliez pas les futurs professeurs des écoles. Il me semble qu'il y a encore une petite chose, tout à fait grande chose, le projet. Voilà, donc quelques mots sur je vais aller assez vite parce qu'en réalité on est en train de dépasser un tout petit peu le temps prévu. Mais donc quelques mots sur le projet expérimental et numérique, qui est quelque chose, une partie de ce programme dont on a souligné l'importance. C'est l'occasion de pratiquer une démarche scientifique à vocation expérimentale en utilisant des matériels, en réalisant des mesures et en se livrant à une analyse critique des résultats de ces mesures. Alors, ça n'est pas je voudrais quand même dire une chose, c'est que ça n'est pas le seul endroit du programme où il est possible de réaliser des travaux pratiques ou des expérimentations ou des simulations. Il y a énormément d'autres occasions dans le programme où ces activités-là sont possibles aussi, et elles seront mentionnées dans l'atelier que nous co-animons sur l'organisation des enseignements. Bon, en tout cas, pour ce qui concerne le projet expérimental et numérique, donc vous avez constaté que la description dans le programme est extrêmement brève, et c'est une volonté de notre part. Le cadre du point de vue horaire, pour guider un petit peu les professeurs sur l'ampleur de l'effort à consacrer à ce programme, à ce projet. Donc c'est une douzaine d'heures, c'est ce qui figure dans le programme, donc c'est là aussi assez... ça peut varier autour de 12 heures, disons. Une organisation qui est laissée entièrement à l'initiative de l'enseignant. Tous les modes d'organisation, ça peut être un projet qui est traité au fil de l'année, ça peut être un projet qui est traité sur une période réservée, ça peut être un projet où les élèves sont regroupés en petits groupes, ça peut être un projet de classe, ça peut être absolument tout ce que l'on veut en termes d'organisation, à partir du moment où certains passages obligés sont respectés. Ces passages obligés sont listés dans le programme. Il faut d'une part qu'il y ait des mesures qui soient faites et que ces mesures soient réalisées à partir de l'utilisation d'un capteur. Il faut ensuite utiliser ce capteur pour réaliser une acquisition de données et éventuellement travailler sur des données qui seraient obtenues par ailleurs. Je prends un exemple. Si on peut très bien avoir des projets qui sont sur l'analyse de données météorologiques, il est clair qu'on ne va pas demander aux classes de prendre l'ensemble des données météorologiques sur plusieurs années. Donc là,
les élèves pourront se baser sur des données publiées. En revanche, ce que nous demandons, c'est que au moins la prise de ces données ou la façon dont ces données sont obtenues soit réalisée à une échelle modélisante par les élèves. Ils pourront travailler sur d'autres données que les leurs, mais il faudra qu'ils en réalisent l'acquisition de certaines d'entre elles. Voilà. Et puis quelque chose d'extrêmement important, c'est tout l'aspect modélisation et traitement statistique de ces données qui mobilise fortement à la fois l'informatique et les mathématiques. Voilà. La seule contrainte d'organisation qui figure dans le programme, c'est qu'il s'organise dans des conditions matérielles qui permettent un travail pratique, effectif, et tout le monde comprend ce que cela signifie. C'est un chassé-croisé, tel une chorégraphie... C'est beau, j'en suis ému. Quelques éléments sur le programme de terminale, mais vous savez déjà tout puisque les grands thèmes étaient annoncés dans le préambule du programme de première, programme qui sera présenté le 20 mai au CSP et mis ensuite en ligne sur le site du CSP. Certaines critiques avaient été émises sur le programme de première, mais qui étaient probablement liées au fait que certains n'avaient pas forcément une vision totale de ce programme qui a été pensé d'emblée par le GEP comme un tout sur l'ensemble des 8 thèmes, 5 en première et 3 en terminale. Donc, dans la construction d'un grand récit argumenté, vous avez compris qu'on a démarré par l'origine de la matière, les questions d'énergie, la terre, l'exemple du son comme information. Et là, on aborde en terminale 3 questions qui présentent une forte connotation sociétale, qui mettent en jeu des enjeux majeurs comme ceux de la transition climatique, énergétique, écologique. Et donc, dans le ratio entre l'objectif 1, nature du savoir scientifique et son élaboration, et l'objectif 3, relation science-société, vous voyez qu'il y a un équilibre un peu différent entre première et terminale, où la nature même du savoir était fortement travaillée en première, elle l'est toujours en terminale. On verra par exemple le rôle de Maxwell, de Faraday dans l'histoire du concept d'électromagnétisme, donc pour ne citer que cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Le thème sociétal est donc fortement développé en terminale, et la question des pratiques scientifiques, donc le deuxième objectif, est toujours présent en première comme en terminale. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de projet dédié en terminale, donc la pratique est davantage filée. Et on termine par... Je suis désolée de revenir sur la place particulière des mathématiques, mais vous avez compris que c'est un enjeu, expliquer pourquoi elle est particulière et ce qu'on peut faire justement pour la réaliser au mieux. La première chose, il y a eu au départ, très certainement, une mauvaise interprétation, ne serait-ce que par le titre de cet enseignement qui s'appelle enseignement scientifique, comme un enseignement du même nom qui existe aujourd'hui en classe de terminale L, première L, pardon, et cet enseignement scientifique, c'est uniquement de la physique-chimie et des SVT. Donc quand les gens ont vu un enseignement scientifique dans lequel le thème 1 s'appelait la matière, le thème 2 s'appelait l'énergie solaire, le thème 3 s'appelait la terre et le thème 4 son et musique porteurs d'informations, les professeurs de mathématiques ont dit il n'y a pas de mathématiques là-dedans, et les autres ont dit il n'y a pas de mathématiques, donc nous on le prend. Donc il y a eu à la fois, si vous voulez, un repli très fort des professeurs de mathématiques qui ne se sont pas retrouvés dedans. Et si vous voulez, moi si j'arrive aujourd'hui, si nous arrivons aujourd'hui à travers la présentation et à travers les ateliers à vous convaincre et à ce que vous puissiez porter la bonne parole, qu'il y a effectivement des mathématiques et que c'est important, et que ce sont des mathématiques présentées d'une manière différente de ce que les élèves font couramment, et que ça peut justement raccrocher vers la discipline des élèves qui ont pu en être éloignés. Si on arrive à ça, je pense que nous aurons vraiment ensemble réussi quelque chose d'important. Et deuxièmement, si vous voulez, il y a le fait, et ça c'est une réalité politique, et c'est aussi, si vous voulez, une décision politique qui a été prise un petit peu plus tard, puisque ça a été fait en décembre, c'est que, puisqu'il n'y a de mathématiques dans le tronc commun qu'à l'intérieur de l'enseignement scientifique, il y a vraiment une mission particulière qui est dévolue
aux professeurs, quelle que soit leur discipline d'origine, lorsqu'ils vont présenter des domaines dans lesquels interviennent les mathématiques, et encore une fois, il y en a, qu'ils soient conscients du rôle qu'ils jouent pour la formation mathématique des élèves. Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi déjà? Alors, vous voyez, il y a des choses que vous connaissez. Hein. Les mathématiques sont considérées comme faisant partie des fondamentaux. Et je me permets juste de dire qu'au niveau international, les fondamentaux d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement lire, écrire, compter, c'est lire, écrire, compter, coder. Et si on veut justement fournir à tous les élèves, y compris les non-scientifiques, des bonnes conditions pour s'insérer dans leur vie future, personnelle, professionnelle et sociale, il faut aussi qu'ils aient justement une capacité à comprendre un minimum d'éléments liés à l'informatique et au codage. Ça va faire partie de la culture de base de tout citoyen éclairé et pas seulement d'un informaticien, d'un mathématicien ou d'un scientifique. Et ça intervient justement dans d'autres disciplines, l'économie, la gestion, le droit, la géographie. Deuxième point, alors ça nous sommes dans le champ scientifique, hein, je reprends la phrase de Galilée qui a déjà été citée par Pierre Lénat, le grand livre de la nature est écrit en langage scientifique, donc il est impossible de présenter justement la matière, le soleil, le son ou tout élément relevant des sciences sans qu'il y ait justement un appel aux mathématiques, et pas seulement un appel aux mathématiques outils de calcul, un appel à la compréhension des mathématiques pour créer des modèles mathématiques, c'est-à-dire simplifier la réalité pour être capable justement de la traiter. Et dans chacun des thèmes, il y a une place très importante justement sur cette notion de modèle. Et puis aussi, et ça c'est un dernier point je pense, les mathématiques, à l'instar, j'ai cité la philosophie, mais bien évidemment ce n'est pas exclusif, mais les mathématiques sont reconnues comme étant une discipline accordant une place privilégiée à l'abstraction, à la généralisation et au transfert. Un travail mathématique qu'on va faire sur le sujet de la Terre pourra être transféré sur un sujet de quelque nature que ce soit. Ça peut être de l'économie, ça peut être de la finance, ça peut être de la sociologie. Et ça, on sait que ces capacités d'abstraction, de généralisation et de transfert, elles sont absolument indispensables à la réussite dans les études supérieures. Hein, les élèves qui échouent, c'est en général parce qu'ils ont des déficiences par rapport à cela. Et donc, très vite, donc dans chacun des thèmes, et ça a été dit, et je me permets d'insister, parce que quand on dit sur le thème 1, la matière, il n'y a pas de maths, si. Il y a des mathématiques dans tout ce qui concerne la désintégration radioactive. Il y a des mathématiques dans tout ce qui concerne la cristallographie, la géométrie du cube, les calculs de grandeur, etc. Dans le thème 2 et le thème 3, le thème 2 sur le rayonnement solaire, il y a des mathématiques, la représentation géométrique, les angles, déclinaisons solaires, inclinaisons, comment comprendre justement qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver ou qu'il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle, il y a des raisons mathématiques, visuelles et calculatoires qui permettent de le comprendre. Sur la forme de la Terre, il y a les modèles déjà de la forme de la Terre, un modèle historique d'Anaxagore et d'Ératosthène notamment. Il y a des parties de géométrie, il y a des parties de trigonométrie derrière. Sur le thème 4, sur la musique et le son, il y a des fonctions, les sinusoïdes qui représentent les sons purs, les fonctions périodiques sur les sons composés. Et il y a un principe très important, là on est dans quelque chose d'épistémologique, la discrétisation des phénomènes continue pour en donner une traduction discrète, parce que quand on veut entrer de l'information dans un ordinateur, on ne peut pas rentrer quelque chose de continu. Et donc, qu'est-ce que c'est justement que cette discrétisation? Ça, c'est présenté dans l'un des sous-thèmes du thème 4. Et puis, et ça, je pense que c'est important, ce sont des contextes nouveaux et attrayants. Les élèves, je vous disais tout à l'heure, n'auront jamais entendu des nombres, hein, comme ils peuvent le faire là. De même, une présentation, en tout cas historique et épistémologique de cette manière, c'est assez peu courant dans les cours traditionnels de mathématiques. Ah oui, alors quels enseignants, là aussi, et c'est la dernière chose, évidemment,
Je pense que plus nous aurons d'enseignants de mathématiques passionnés et convaincus pour prendre en charge cet enseignement globalement, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, que le but est que des enseignants non spécialistes d'une discipline enseignent des parties d'une autre discipline, hein, ça c'est très important, donc là aussi, et puis que des enseignants des autres disciplines soient prêts justement à s'investir dans l'enseignement de cette partie des mathématiques. Et je suis désolée de faire mon marché, mais j'indique à ceux d'entre vous qui n'étaient pas inscrits aux ateliers qu'il y a dans les ateliers des ateliers 1A, 2A par rapport à des thèmes donnés qui sont plus orientés vers une partie dans laquelle il y a des mathématiques. Et l'atelier 4, qui est destiné à la présentation des ressources mathématiques qui ont déjà été élaborées, ça permettra notamment de montrer ce qui est déjà prêt et clé en main pour aider les enseignants. Je t'en prie. Donc, on en a terminé pour cette introduction sur le programme. Merci.